Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire, aujourd'hui, c'est parti pour la No Finish Line. Le coup d'envoi de la 21e édition a été donné aujourd'hui. Alors comment va se dérouler cette course du cœur? Au vu de la situation actuelle, nous ferons le point avec Ariane Favaloro. Et puis nous nous sommes intéressés au réseau d'eau de Monaco. Dans quelques jours, le gouvernement princier va effectuer des prélèvements dans les eaux usées pour détecter d'éventuelles traces de coronavirus. Nous en parlerons avec le directeur général de la Société monégasque des eaux, Manuel Nardi. Dans ce journal également, la piscine du stade nautique passe en mode hiver avec l'installation de la patinoire. Et puis, comme chaque samedi, vous découvrirez le coup de cœur de la médiathèque de Monaco. Je vous le disais en titre, le coup d'envoi de la No Finish Line Monaco a été donné aujourd'hui. Le principe de cet événement à la fois sportif et caritatif reste le même. Pour 1 kilomètre parcouru, 1 euro est reversé à l'association Children and Future. Cette année, compte tenu des conditions sanitaires, les organisateurs proposent un format particulier. Bonsoir Ariane Favaloro. Bonsoir Émilie. La 21e édition sera virtuelle cette année. Effectivement, une 20e édition particulière, en mode virtuel. Mais très contente quand même de pouvoir en faire une, vu les circonstances. Concrètement, comment ça va marcher, Ariane? On peut toujours s'inscrire, il n'est pas trop tard? Non, on peut s'inscrire jusqu'à dimanche 22 novembre à midi. Donc on va sur le site Children and Future, dans inscription, on s'inscrit, après on télécharge l'application Zap Sport et on rentre son mail, son mot de passe et après c'est parti. Et quand on va marcher, courir, on déclenche le chronomètre et ça comptabilise. Alors entre le couvre-feu à Monaco et des mesures plus restrictives en France, est-ce que vous n'avez pas eu peur de devoir reporter l'événement cette année? Alors je vous dirais qu'honnêtement, on ne s'est même pas posé la question. On a surtout essayé de trouver une solution pour s'adapter, mais on a eu cette chance que Monaco adopte cette politique de couvre-feu, ce qui va permettre aux gens déjà d'ici de pouvoir la journée aller courir au marché, tout en respectant bien entendu les règles sanitaires, parce qu'on insiste bien là-dessus. Cette No Finish Line connectée a déjà été testée pour l'événement à Paris en juin dernier. Oui, tout à fait. La NFL virtuelle a eu lieu à Paris, donc ça s'est assez bien passé. Donc écoutez, on s'est dit, de toute façon on avait déjà commencé à travailler sur un format un peu différent, bien avant que la situation dégénère en France. On avait déjà quelques idées, puis après ça s'est accéléré avec tout ce qu'on connaît. Et on va dire qu'on était déjà plus ou moins prêts. Vous avez pu compter sur de nombreux encouragements aussi, celui du parrain de cette année, le basketteur Wilfried Diégueté, de Nico Rosberg aussi, d'Olivier Giroud et puis le prince Albert de fidèle soutien. Oui, alors effectivement, on a un parrain qui est vraiment génial parce qu'il répond à tout ce qu'on lui demande, il participe aux interviews, il reposte et il est vraiment motivé. Ensuite, effectivement, Olivier Giroud, Nico Rosberg ont aussi adressé un message de soutien et bien évidemment le prince Albert, donc fidèle depuis le début. Ça a été un grand honneur pour nous qui nous accorde cette vidéo. Et puis je tiens aussi à remercier le gouvernement princier, la DAS, qui nous a permis de pouvoir quand même faire quelques petites opérations sur place à Fontvieille, dans la collecte de jouets, quelques petites animations pour enfants, tout ça bien sûr dans le respect des règles sanitaires. Donc c'est vrai que c'est là qu'on mesure la chance que nous avons d'être en principauté et de pouvoir continuer d'essayer de faire quelques petites opérations. Est-ce que malgré la situation, les participants sont au rendez-vous? Combien il y a d'inscrits pour le moment? À ce moment, on est déjà à 5200 participants, alors qui, vu le contexte, est vraiment super. Donc on est très très contents. Ariane, on le rappelle, cet événement est organisé en faveur de l'association Children and Future. Et quels sont les projets qui ont été soutenus depuis plus de 20 ans maintenant et quels sont les projets en cours? Alors les projets depuis plus de 20 ans, en premier lieu, c'est l'opération d'enfants au centre cardio-thoracique, des enfants qui ont des pathologies cardiaques, qui viennent de pays défavorisés. Après, on a fait construire des écoles au Mali, au Kenya. On participe aussi beaucoup avec la Fondation de Nice pour aider les enfants qui sont au foyer avec des infrastructures ou des besoins. C'est vaste c'est assez vaste dans le monde entier. Et puis là, nous, notre souhait là, cette année, c'est de pouvoir participer à une reconstruction dans les vallées sinistrées suite à la tempête Alex.
Donc on souhaiterait vraiment, en contrepartie de tout ce qu'on fait, pouvoir aider de ce côté-là. Merci Ariane d'avoir été avec nous. Donc jusqu'au 22 novembre, on peut participer à cette No Finish Line, un peu particulière certes, mais la mobilisation est présente. Oui, merci Émilie. Et on reste pour ainsi dire dans le sport avec Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric, on commence par de la Formule 1 et les qualifications du Grand Prix de Turquie. Une séance de qualification complètement folle, Émilie, qui s'est déroulée tout d'abord sous la pluie. La Q1 a d'ailleurs été interrompue pendant plus d'une demi-heure à cause des conditions météo, rendant la piste impraticable. Puis dans des conditions particulières, Lance Stroll a créé la surprise en signant la pole position devant Max Verstappen et Sergio Pérez. Excellent lors des 3 séances d'essais libres avec un chrono dans le top 3 à chaque fois. Charles Leclerc n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu lors des qualifications et s'élancera en 14e position sur la grille demain. La 19e réunion du comité mixte de suivi de la Covid-19 s'est tenue hier au ministère d'État. Pendant près de 2 heures, le gouvernement et les représentants du Conseil national ont échangé sur les décisions prises et à prendre dans le cadre de la crise sanitaire. Le gouvernement a établi un état des lieux en principauté. Si les contaminations sont en hausse, le taux d'incidence monégasque reste pour le moment inférieur à celui des régions voisines. Le taux de positivité des dépistages effectués à Monaco reste relativement contenu, autour de 7%, soit un indice bien inférieur à celui de la France. Le gouvernement a annoncé le déploiement proche de tests antigéniques pour le public. Ils seront disponibles dès la semaine prochaine dans certaines pharmacies, puis auprès des professionnels de santé. Dans un tout autre domaine, hier, nous vous parlions du don du Gemluc au CHPG, un don qui a été accompagné d'une remise de masques. Oui, après avoir remis un chèque de 130 000 € au CHPG hier, destiné au service de l'hôpital de jour du docteur Garnier, une somme qui permettra d'acquérir la solution OncoSafety visant à améliorer la prise en charge des patients d'oncologie. Le Gemluc a également donné 750 masques Bettina qui seront offerts aux patients de la filière oncologique. Et on termine par les modalités d'inscription à l'arbre de Noël de la mairie. Cette année, l'arbre de Noël de la mairie n'aura pas lieu sous sa forme habituelle, Émilie, mais le conseil communal a souhaité remettre un cadeau de Noël aux enfants de 3 à 7 ans, résidant en principauté et dont les ressources du foyer sont équivalentes aux catégories feuilles vertes de la CCSS. Les inscriptions se font par email à l'adresse suivante unitésociale@mairie.mc ou en mairie de 8h30 à 17h30 au service des seniors et de l'action sociale. Les pièces à fournir, la carte d'identité de l'enfant ou le livret de famille, la carte d'immatriculation à un organisme social et pour les personnes dépendant des SPME, le dernier bulletin de salaire de chaque parent. Merci Frédéric pour toutes ces précisions. La mairie de Monaco a d'ailleurs souhaité conserver cet esprit des fêtes de fin d'année en organisant un village de Noël sous un format réduit. Mais nous pourrons bel et bien profiter de la patinoire en plein air. Elle est d'ailleurs en cours d'installation sur le port Hercule. Voyez ce reportage de Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal. Cela fait cette année 20 ans précisément que l'on peut glisser sur la piscine du port Hercule avec des lames aux pieds. La patinoire de Monaco est devenue une institution pour les amateurs de vitesse, que ce soit pour du patinage en famille, du patinage artistique, du hockey sur glace, du curling et même des courses de voitures télécommandées. Tout cela dans un écrin exceptionnel. C'est la magie de Noël et évidemment c'est Monaco, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est unique au monde, un peu comme tout ce qu'on sait bien faire à Monaco. Mais c'est aussi l'esprit de la mairie que de pouvoir offrir à beaucoup de pratiquants, qu'ils soient en famille, du côté sportif ou du côté scolaire également. Je peux vous donner un chiffre, 28 700 entrées ont été comptabilisées l'an dernier. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui plaît à tout le monde, qui est très fréquenté. Et donc voilà pourquoi on souhaite encore cette année offrir cette belle patinoire sur le port de Monaco. Impossible d'oublier le contexte actuel et la Covid-19 qui plane au-dessus de nos têtes, telle une épée de Damoclès. Alors le contexte, en effet, il est un peu particulier, mais le service des sports, qui a beaucoup travaillé sur cette question, a déjà fait valider par le département de la santé un protocole sanitaire qui sera bien entendu respecté strictement et qui permettra à tout le monde de venir patiner avec évidemment une jauge, des mesures de distanciation, du gel hydroalcoolique, le masque bien entendu, mais tout ça est déjà préparé pour que nous souhaitons une bonne saison d'hiver aux patineurs monégasques.
Et pour que la saison hivernale soit bonne, il faut s'y préparer tôt. Vous avez peut-être remarqué depuis début novembre des personnes s'activer sur ce grand rectangle de 1000 mètres carrés. La patinoire, on la monte en à peu près 5 semaines. Donc il y a 2 équipes. Il y a une équipe interne à la mairie, donc il y a 4 personnels de la mairie qui sont dédiés à plein temps au fonctionnement du bâtiment, que ce soit l'été ou l'hiver. Et une équipe interne à la mairie et une équipe qu'on externalise, tout ce qui est la partie extérieure pour mettre en place les tuyaux, les patins. Donc il y a aussi 800 paires de patins qui sont mises à disposition pour le public, affûtées chaque année pour pouvoir glisser avec le sourire en plein hiver. La patinoire en quelques chiffres, une quinzaine de poutres pour éviter de faire le grand bain et ainsi supporter la structure, 3000 tuyaux qui bout à bout correspondent à 17 km linéaires, tous surélevés afin d'économiser au maximum la consommation d'énergie électrique, et enfin 8000 litres de glycol alimentaire insérés dans ces tuyaux, ce qui permet le refroidissement de l'eau pour arriver au final à environ 5 à 10 cm d'épaisseur de glace pour une bonne glisse. Passons à un tout autre sujet, tracer le coronavirus dans les eaux usées, c'est possible. Dès la semaine prochaine, le gouvernement princier, en collaboration avec la DO et la DASA, va effectuer des prélèvements sur différents sites. Bonsoir Manuel Nardi. Bonsoir. Que vont pouvoir nous apporter ces analyses ? D'abord, ce qu'on le recherche, avant tout, je pense qu'il est nécessaire de le préciser, c'est des traces de gènes du virus. Donc ce n'est pas le virus à proprement parler, mais c'est un patrimoine génétique inclus dans le virus. Et donc, quelque part, ça n'est pas lié directement à une contamination possible à partir des eaux usées. C'est un traceur que l'on recherche, un peu comme la police scientifique recherche des traces ADN sur une scène de crime. Alors, qu'est-ce qu'on recherche là-dedans ? On recherche effectivement à anticiper probablement l'évolution de l'épidémie en principauté et ailleurs, parce que ces analyses se font également ailleurs. Pourquoi ? Parce que les gens, quand ils sont infectés, avant même de développer des symptômes, commencent à excréter du virus ou du patrimoine génétique. Et ce patrimoine génétique, évidemment, se retrouve dans les eaux usées. Et c'est donc un bon indicateur prédictif de ce que va donner l'épidémie ou la pandémie au niveau local et au niveau des rejets qui sont enregistrés. Je rappelle que le réseau d'eau usée collecte tout Monaco, évidemment, tout Beau-Soleil, de la même manière, et une grosse partie des communes de la Turbie et de Cap-d'Ail. Donc c'est une image globale, voilà. C'est ce que j'allais vous demander. Comment vont se dérouler ces prélèvements ? Il y a des endroits stratégiques qui ont été décidés ? Il y a des endroits qui ont été déterminés au sein de la principauté. Je crois que c'est entre 15 et 20 points qui ont été déterminés, qui sont essentiellement des points où il est possible de faire le prélèvement dans des conditions optimales, parce que le réseau d'égout n'est pas un réseau simple à monitorer et à analyser. Donc ces points ont été définis avec la DO, qui est en charge du réseau de collecte, et la DASA. Et nous, de notre côté, on a fait un point de prélèvement à l'entrée de l'usine d'épuration, qui permet d'avoir l'image globale de ce qui se passe sur le bassin versant. On parle des eaux usées, mais est-ce qu'il y a une surveillance particulière, notamment au niveau de l'eau potable ? Alors, au niveau de l'eau potable, non. Il n'y a pas de surveillance particulière au niveau des analyses pratiquées. Et pour un motif qui est relativement simple à comprendre, c'est que les traitements appliqués sur l'eau brute délivrée par les sources de Monaco est un traitement basé sur un bioxyde de chlore qui est un agent extrêmement oxydant et qui a la particularité d'éradiquer 99,9, on va dire 100%, des souches bactériennes ou des virus, quels qu'ils soient, y compris le Covid, qui est un virus parmi tant d'autres, présents éventuellement dans les eaux brutes. Donc aujourd'hui, le traitement que l'on applique permet de garantir l'absence, ou l'innocuité en tout cas, de l'eau qui est mise en distribution en principauté. L'alimentation en eau en principauté provient principalement de la Vésubie ou encore de la Roya. Est-ce que la tempête, Alex, a eu un impact sur les besoins de la principauté ? Il faut savoir que dans ces épisodes-là, même sans anticiper l'ampleur des dégâts bien entendu, on sait que globalement les sources ou les ressources vont se polluer. On voit bien la couleur des cours d'eau quand on est en crue, hein, tout le monde a pu le constater. Et donc on avait anticipé de la manière suivante, on avait rempli au maximum les réserves disponibles en principauté. On dispose d'à peu près 25 000 m3 de réserves qui permettent de tenir 2 jours, 2 jours et demi. Et donc on avait fait le plein, entre guillemets si j'ose dire, avant les événements, de manière à pouvoir anticiper une éventuelle rupture d'approvisionnement. Cette rupture a eu lieu temporairement, quelques heures, donc ça n'a pas eu d'impact, mais effectivement, à un moment donné, on a perdu les ressources liées à la Roya, puisque les puits ont été pollués temporairement,
Et on a eu des restrictions, on aurait eu des restrictions à partir des ressources de la Vésubie, puisque le canal était partiellement obstrué. Mais tout ceci a été indolore et sans saveur, si j'ose dire, auprès des abonnés de la Principauté, puisqu'on avait fait le plein et on a pu vivre sur nos propres ressources locales, sachant qu'au plus fort de la crise, on a également perdu une des sources de la Principauté, qui est devenue impropre non pas à la consommation, mais à la capacité de traitement dont on dispose en Principauté. Tout ceci étant passé inaperçu, puisqu'on avait des réserves suffisantes pour tenir le choc le temps que ça se rétablisse. Voilà, donc pas de risque de pénurie ou de pollution, comme vous nous l'expliquiez tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. Globalement, quelle est la consommation moyenne d'eau en Principauté? Vous avez constaté une hausse d'ailleurs de la consommation ces derniers mois avec le confinement? La consommation moyenne de la Principauté, elle subit une variation saisonnière. Hein. L'été est plus fort que l'hiver, comme on peut s'en douter. On est entre 12 ou 13 000 mètres cubes par jour, donc 12 ou 13 000 tonnes d'eau par jour en hiver. On peut monter à 15, 16, 17, 18 000 tonnes par jour au cœur de l'été en pleine canicule. Bon, ça se comprend, hein, puisque les besoins en eau sont supérieurs, l'arrosage également des espaces verts, les gens prennent plus de douches, etc., etc. L'autre partie de ma question, c'était si vous aviez constaté une hausse de la consommation ces derniers mois en relation avec le confinement. On a plutôt constaté une baisse de la consommation, notamment au moment de mars-avril, pour deux raisons. D'abord, c'est qu'on a eu pour nous, les gros consommateurs que sont les hôtels, bars, restaurants, qui ont été fermés. Donc pour nous, c'est évidemment une baisse significative des volumes. Sur cette catégorie de population, on a enregistré entre moins 30 et moins 40% de consommation. Donc ce qui pèse lourd puisque c'est des gros consommateurs. Et par contre, on a une relative stabilité des consommations, entre guillemets, des résidents ou des gens en Principauté, puisqu'on n'a enregistré qu'une baisse que de 1 à 2%, donc ce qui n'est vraiment pas très significatif dans la période de la crise. L'autre facteur qui a joué sur la baisse globale des besoins en eau de la Principauté, c'est évidemment l'absence au premier confinement de l'ensemble des salariés qui viennent travailler en Principauté et qui, bon an, mal an, ont besoin de douches, de repas le midi, de sanitaires dans la journée, etc., etc., et qui évidemment étaient absents lors du premier confinement. Merci beaucoup Manuel Nardi de nous avoir apporté toutes ces précisions ce soir. Je vous en prie, merci à vous. Et nous reviendrons sur les prélèvements dans les eaux usées la semaine prochaine dans notre JT. Ouvrons une page culture à présent avec vous, Frédéric Hélion. L'Opéra de Monte-Carlo a annoncé une date supplémentaire pour l'Opéra Carmen. Compte tenu de la forte demande et du fait que les 2 premières représentations sont déjà complètes, la direction de l'Opéra de Monte-Carlo a décidé de reprogrammer une 3e date pour l'Opéra Carmen. Ce sera mardi 24 novembre à 18h30 au Grimaldi Forum. Pour réserver vos invitations, plusieurs options, rendez-vous sur le site opéra.mc pour en prendre connaissance. Un changement de programme à présent pour les Thursday Live Sessions. La situation sanitaire actuelle et ses répercussions multiples, notamment sur les déplacements en France, ont conduit les organisateurs des Thursday Live Sessions à reporter le concert du groupe Nouvelle Vague. Jill Is Lucky, dans sa formule en duo, les remplace au pied levé pour un concert jeudi 26 novembre à l'Indigo au Grimaldi Forum. Une dernière information avec un changement d'horaire concernant la prochaine conférence de l'AMCA, Frédéric. L'association monégasque pour la connaissance des arts maintient sa conférence Marc Chagall, la liberté de soi, lundi prochain. Mais l'horaire est avancé à 18h15 compte tenu des mesures sanitaires et du couvre-feu en Principauté. La conférencière Anne Dopfer reviendra sur la destinée du célèbre peintre et sur son œuvre prolifique et complexe. Merci Frédéric, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Place à présent au coup de cœur de la médiathèque de Monaco. Aujourd'hui, le choix de Céline Sabine s'est porté sur un ouvrage pour enfants, Cher Bertille, de Clémentine Mélois. J'ai eu un super coup de cœur cette semaine pour l'histoire de Bertille. Bertille est une petite souris qui aime beaucoup le fromage, mais aussi les livres de Jules Verne. Elle va demander conseil à Monsieur Pavel, qui s'avère être le descendant de la chienne Laïka, premier être vivant à être allé dans l'espace. Mais celui-ci ne s'y connaît pas vraiment en astronomie, alors qu'il est très fort en pâtisserie. D'autres personnages vont aider Bertille à préparer son aventure. C'est un livre plein d'humour, qui ravira les petits comme les grands. Il est construit sous la forme de lettres, ce qui est aussi intéressant pour les enfants. Alors, petit lecteur,
Continuez de rêver et surtout n'oubliez pas que les livres pourront vous aider à vous montrer le chemin. Et l'ouvrage Chère Bertie de Clémentine Mélois se décline en plusieurs histoires. Sachez également que la bibliothèque Princesse Caroline est ouverte tous les samedis de 9h à midi jusqu'au 12 décembre. L'occasion de découvrir d'autres livres pour s'évader. On retrouve Frédéric Elion pour les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de dimanche, Frédéric ? Une journée instable avec une matinée majoritairement ensoleillée. Puis le ciel va se couvrir dans l'après-midi, Émilie, avec un ciel très nuageux et un risque d'averse. Côté température, il fera 11 degrés le matin et 15 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h23 pour se coucher à 17h06. Dimanche 15 novembre, nous fêterons les Albert. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. Nous vous en parlions en début de journal. Le coup d'envoi de la 21e édition de la No Finish Line a eu lieu aujourd'hui en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. On se quitte d'ailleurs avec les photos de Manuel Vitali. À demain pour le best-of de la semaine sur Monaco Info.